Alors, je suis ravi d'être là. Je remercie beaucoup Culture Co de m'avoir invité pour cette troisième édition de ces rencontres. Alors, j'ai eu une commande un peu particulière parce qu'en général, bon, les universitaires, ils sont là pour faire des restitutions d'enquêtes, de travaux qu'ils mènent, etc., etc. J'adore faire ça. Mais là, on m'a dit non, Aurélien, c'est bon. Essaye de nous tenir un propos engagé. Ça a été la commande, un propos engagé. Alors, j'ai pas trop l'habitude d'un propos engagé, moi, donc ce qui évidemment me sort un peu de mes sentiers battus, mais comme je vais vous l'expliquer rapidement dans quelques instants, j'ai eu l'opportunité de travailler depuis un certain nombre d'années à la fois sur les pratiques amateurs et à la fois sur les schémas départementaux des enseignements artistiques qui occupent et qui vous occupent, vous, les collectivités départementales, depuis un certain nombre d'années. Et voilà, et la commande du coup qui m'a été faite, comment demain on peut penser un peu les enseignements artistiques, les lieux de pratique artistique, et cette question notamment, alors des enseignements, mais je vais dire un gros mot, mais je le dis tout de suite, comme ça c'est fait, des pratiques artistiques en amateur, puisque c'est un peu le sujet autour duquel on tourne quand on parle de ces questions des enseignements artistiques, mais sans jamais réellement le nommer. Et puisque Eric nous a lancé sur la question du désir, oui, comment rendre ces enseignements artistiques plus désirables, et puis comment repenser un peu à la manière de ce que tu as dit, Caroline, l'interaction, les interactions, les relations qui se tissent dans les lieux où on transmet des pratiques artistiques, les écoles de musique, les conservatoires, parce que c'est véritablement là ce modèle qui d'une certaine manière, est en crise aujourd'hui. Alors, avant de commencer, et peut-être comme ça, histoire de mettre un peu le pied à l'étrier, et de vous dire pourquoi moi je travaille sur ces questions-là, et derrière les aspects un peu techniques des choses que je vais présenter, voilà, qu'est-ce que je cherche, moi? On est chercheur, on cherche un truc, on ne trouve pas toujours. Bon, des fois on trouve, des fois on a puis des fois on a des grands moments d'incertitude. Voilà, on ne sait pas très bien si on va y arriver. Donc la question du désir, elle est un peu fondamentale. Je vais vous raconter une petite anecdote. Alors ceux qui me connaissent l'ont déjà entendu une paire de fois, mais c'est pas grave. C'est quand mon travail de chercheur a démarré, il s'est construit autour d'une question: qu'est-ce qui crée le désir de culture et comment ça fonctionne? Donc on était quelques jeunes. Alors, j'habitais pendant 10 ans à Avignon, donc au lieu de l'activité culturelle, des rendez-vous et des rencontres du monde et du microcosme de la culture. Donc, on était autour des années 2000. Je commençais à élaborer ce qui allait plus tard être un projet de thèse. Et puis, on était quelques collègues comme ça à discuter, comme on le fait, comme les festivaliers le font en plein festival d'Avignon, à une terrasse d'un café, sur ce qu'on faisait. Et donc, on parlait de théâtre, de culture, de sociologie. Et puis, ça a dû intéresser quelqu'un qui était à côté de nous, puisqu'une personne se retourne comme ça et nous dit: ah, mais moi, vous savez, le théâtre, c'est incroyable. J'étais dans la cour d'honneur, dans le Palais des Papes, j'ai vu Jean Vilar, j'ai vu Gérard Philippe, le prince de Hombourg. Et la personne commence à nous raconter comme ça comment ça avait transformé sa vie, et que vraiment c'était un souvenir incroyable, et que le théâtre, pour lui, ça comptait, que ça allait. Voilà, c'était quelque chose qu'il portait et qu'il défendait de manière assez enthousiasmante. Alors, aussitôt, nous, apprentis sociologues, on sort nos carnets, on commence à noter, et puis on pose une question, et bon, et alors du coup, cette année, là, au festival, qu'est-ce que vous nous conseilleriez d'aller voir, etc. Et la personne nous fait une réponse comme ça, où on comprend qu'en réalité, elle n'était jamais retournée au théâtre. Et donc, du coup, depuis cette expérience fondatrice voilà, d'IA, voilà, trentaine, quarantaine d'années, il n'y avait pas forcément, elle ne s'était pas réincarnée dans une pratique continuée. Et du coup, c'est forgé pour moi la conviction que comprendre ce que c'est qu'un rapport à la culture, c'est évidemment l'aborder sous la question de l'émotion, sous la question du qualitatif, sous la question qu'une fois finalement, une expérience une fois dans la vie, ça peut transporter, ça peut animer quelqu'un pendant de nombreuses années. Et ça, c'est extrêmement important parce que après, je suis devenu sociologue, j'ai fait des statistiques sur les pratiques culturelles, et quand on sait que un peu moins de 20% des Français vont au moins une fois par an au théâtre,
qu'en réalité, on va en parler tout à l'heure, un tiers de la population, à peine 30% des Français ont des pratiques artistiques en amateur, 10% des Français font de la musique, eh bien, il y a quand même une nécessité à rendre ces expériences au moins une fois dans la vie encore plus nombreuses et encore plus fortes. Et je pense que c'est aussi un des enjeux, pour faire le lien avec ce qui nous anime aujourd'hui, la question des enseignements artistiques. Quand on est sociologue, on s'intéresse forcément aux inégalités sociales. Les inégalités, alors on parle d'accès, faut-il encore parler d'accès, mais les inégalités de rencontre avec l'art et avec la culture sont extrêmement fortes, extrêmement persistantes, et pourtant, ça fait plus de 50, 60 ans qu'on en parle. Donc il y a vraiment, sans doute peut-être parce qu'on n'a pas abordé la problématique sous le bon angle, qui est sans doute la question du, je pense effectivement, du désir, comment on crée de l'envie, comment on fait arriver les gens, non pas dans les lieux culturels, mais on crée un intérêt pour l'art, et qu'à partir de là, peut éventuellement ou pas, mais ce n'est pas une obligation, s'engager une pratique continuée, une pratique de long terme. Et c'est à ces moments-là, finalement, que travaillent les lieux d'enseignement artistique tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Un élément de cadrage, puisque... voilà, vous savez, je pense que vous connaissez tous ce point de départ qui a été la loi de 2004, qui a été le moment où l'État, dans une délégation de compétences, dans un élan de délégation de compétences à destination des collectivités, leur a confié la mission de adopter un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Comme je l'ai mis dans cet extrait, là, ce schéma élaboré en concertation avec les communes et a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès, on y revient, à l'enseignement. Alors, ça a été un point de départ. En réalité, c'est la loi de 2004. Et puis après, moi, j'ai eu l'opportunité de faire 10 ans plus tard une étude à la demande du ministère de la Culture et de l'Assemblée des départements de France, que tu présidais à ce moment-là, Claudie. Et donc, ça nous a permis de faire un bilan à 10 ans. Donc, je présentais quelques petits éléments quand même de ce travail-là. Et la question, c'est de savoir si 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, les choses ont réellement changé, et je spoil un peu. En réalité, il n'y a pas eu beaucoup de changements, et c'est bien là où il faut s'interroger sur les raisons de l'immobilisme. Il y a des choses qui ont changé, bien entendu, mais on n'est pas encore arrivé à ouvrir la boîte noire qui est celle du fonctionnement des écoles de musique et de la manière dont on envisage la transmission de ces pratiques artistiques. Il faut savoir aussi, c'est très important, que cette loi de 2004, elle est arrivée avec une histoire que vous connaissez tous, qui est évidemment marquée par le plan Landowski en 1969, d'un plan pour les structures musicales. Alors c'est important, j'ai voulu revenir ici sur ces deux éléments pour marquer deux choses. Premièrement, c'est que ce schéma, il raconte la position particulière que doivent occuper les collectivités départementales sur cet aspect des enseignements artistiques. C'est une position d'intermédiaire. Cette politique des enseignements artistiques, elle est possible, mais elle est possible à une condition, que les communes et les communautés de communes s'en emparent également. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le département joue un rôle de médiateur avec les autres collectivités, un rôle d'animateur d'un schéma, mais ces politiques publiques-là, elles sont possibles qu'en lien et en concertation avec les communes. Donc ça pose une question très forte, ça pose une question de la manière dont ces collectivités-là peuvent s'emparer de ces questions-là à un moment donné. Et on le voit très bien. On le voyait en 2015, on le voit encore très très nettement aujourd'hui. Les territoires où ces politiques publiques sont les plus développées, c'est les territoires où l'intercommunalité est historiquement la plus structurée et la plus développée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est le point que je voudrais discuter aussi aujourd'hui, c'est l'antériorité avec le plan Landowski qui va en fait définir ce que vont être les missions des écoles de musique et des conservatoires. Landowski fait le constat dans les années 60 d'une espèce de désert, de retard culturel de la France sur le développement des enseignements artistiques d'une part, mais surtout sur la professionnalisation des mondes, notamment de la musique et des équipements pas assez nombreux à l'échelle des territoires. Et cet épisode-là, qui d'une certaine manière encore imprime son modèle sur la conception de la transmission dans les écoles et les conservatoires, est un modèle qui est construit pour des professionnels. L'idée, au départ, c'est de former des professionnels, des gens qui vont devenir des musiciens professionnels, des musiciens d'orchestre. Or, aujourd'hui, c'est à peu près entre 1 et 2% des élèves qui sont dans les conservatoires qui vont devenir des professionnels
de la musique. D'accord ? Donc, il y a une espèce de décalage entre, d'un côté, un projet initial qui dit, bah oui, il faut équiper, il faut... Et puis, la réalité alors, hier, on a employé le terme des usagers, des publics, des gens qui viennent, des individus, des enfants, beaucoup majoritairement, qui viennent dans ces établissements-là pour apprendre, pour rentrer en contact avec l'art et puis développer éventuellement une pratique artistique. Et donc, ce décalage, il est important parce qu'il pèse durablement sur les représentations des missions de ce que c'est qu'une école, de ce que c'est qu'un conservatoire. Alors, quelques éléments de constat qui vont me servir après à identifier peut-être ou dresser deux perspectives. De 2004 à 2023, en réalité, il s'est passé évidemment un certain nombre de choses. Les schémas ont eu... donc moi j'ai travaillé sur plusieurs échantillons de départements, une cinquantaine de départements en 2014 et en 2015. Et puis depuis, j'ai réactualisé mes observations dans une série de départements et de travaux, disons, plus localisés. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, les schémas ont eu des effets très positifs sur la structuration de l'offre, à une offre qui est territorialement plus équilibré et un maillage territorial qui d'ailleurs permet de comprendre que dans ces schémas départementaux des enseignements artistiques, on a deux acteurs qui travaillent ensemble, qui doivent cohabiter. D'un côté, ce qu'on appelle les conservatoires, donc qui sont des établissements publics, et puis de l'autre, des associations qui sont des acteurs privés, qui évidemment participent aussi à ce maillage territorial. D'ailleurs, quand en général il n'y a pas de conservatoire, il y a des associations. Mais les cultures professionnelles, les manières d'envisager le métier, les manières d'envisager le territoire, les manières d'envisager la relation au public et aux usagers sont assez différentes. C'est des cultures professionnelles qui sont différentes. Et donc, il s'agit à un moment donné de faire cohabiter, de faire rencontrer ces deux types d'acteurs. C'est des effets positifs aussi sur, on va dire, des marges de concertation, sensibilisation des collectivités territoriales, et puis progressivement, structuration d'une offre. Donc, c'était une des ambitions de ces schémas, et de ce point de vue-là, ça a été plutôt positif. En revanche, et c'est là où ça devient intéressant, on va dire sociologiquement, c'est que l'écart se creuse entre, d'un côté, la réalité, je vais en parler tout à l'heure, des pratiques culturelles artistiques dans la société, des pratiques amateurs, et puis le fonctionnement de ces établissements-là. Le premier écart, c'est que malgré tout reste imprimé par la musique. C'est pour ça que je parlais du plan Landowski. On est en 2023 et dans les schémas départementaux des enseignements artistiques, l'offre est ultra dominée par l'enseignement en matière de musique. Alors, on pourrait se dire, bon, c'est l'histoire, il y a peut-être une appétence moins grande pour la danse, pour la musique, la danse pour le théâtre que pour la musique, pardon. Là-dessus, il n'y a pas de réponse, mais là où c'est très important, c'est que apprendre de la musique, ça se fait d'une certaine manière. Apprendre et faire de la danse et du théâtre, ça se fait d'une autre manière. Pendant longtemps, il s'était agi de se dire, bon, il faut développer des espaces de pratique collective, il faut faire de la musique ensemble, etc. Mais si on regarde la danse, si on regarde le théâtre, on est d'ores et déjà dans des pratiques qui s'imposent comme des pratiques collectives. Et du coup, la musique apparaît de ce point de vue-là en retrait sur ces questions de faire de la musique ensemble. Et puis, évidemment, l'autre point qui est le plus problématique, c'est le manque de diversité pédagogique, où il y a encore beaucoup d'écoles de musique et de conservatoires qui fonctionnent sur le modèle du face-à-face pédagogique notamment. Et puis, enfin, le dernier point, qui me semble être un point important, c'est globalement la faiblesse du portage politique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la faiblesse du portage politique ? Alors, moi, il y a un autre domaine dans lequel je travaille, par exemple, qui est celui des festivals. Les festivals, par exemple, c'est très facile de faire de la politique avec les festivals, parce que toutes les collectivités veulent avoir un festival. Ça marche d'autant mieux que la plupart des festivals, ils ont eu la bonne idée de prendre le nom de la commune ou du territoire dans lequel ils sont implantés. Donc du coup, quand il y a un festival sur un territoire, c'est très facile pour les élus et pour les politiques d'utiliser ce dispositif-là comme quelque chose qui va valoriser leur territoire. Avec les écoles de musique, avec les pratiques amateurs, c'est beaucoup moins évident. Et là, on est sur un impensé des politiques culturelles dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, puisque c'était la commande qui m'a été faite, j'ai un peu pris trop de temps sur l'introduction, vous me pardonnerez, mais la première perspective, c'était la question de comment on réfléchit finalement à de nouveaux lieux, alors de nouveaux espaces de pratiques artistiques. Le premier constat, c'est d'essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans les conservatoires. Qu'est-ce qui se passe dans les conservatoires ? C'est près d'un enfant sur deux, puisque ce sont principalement des enfants qui sont dans les écoles de musique et les conservatoires, qui abandonnent au bout d'un an et demi. Et quels sont les principaux motifs d'abandon ? C'est des problèmes de concurrence de temps,
de problèmes de rythme de temps. C'est-à-dire qu'en réalité, dans les familles, alors, qui sont les élèves des conservatoires? J'aurais dû commencer par ça. Les élèves de conservatoire, majoritairement, ce sont des enfants dont les parents ont des pratiques artistiques, qui sont déjà très, très orientés sur ces questions artistiques et culturelles. Les parents amènent les enfants dans les conservatoires, et puis, voilà, il se passe un certain nombre de choses, et puis au bout d'un moment, certains vont abandonner parce que l'entrée au collège, l'entrée au lycée, et donc il y a une espèce de concurrence comme ça, des temps entre la vie ordinaire des enfants, et puis, finalement, ce qui peut se passer dans un conservatoire. Et dans les milieux peut-être les moins favorisés, les moins privilégiés, l'arbitrage se fait très très vite entre les considérations qui relèvent de la scolarité des enfants et les pratiques qu'on considère être les pratiques de loisirs. Donc il y a cette question des rythmes, elle est importante puisque c'est le motif d'abandon premier, mais ce n'est pas que non plus une question de rythme, c'est une question aussi de conception ou de construction de ce que c'est qu'un établissement scolaire. Moi j'ai fait des observations dans les écoles, dans les conservatoires. Alors, j'ai souvenir d'une fois un garçon qui disait à la sortie des cours, qui racontait à sa mère « Ah ben c'est bien, cette première journée à l'école de musique, c'est chouette, mais il n'y a pas de cours de récréation. » Alors, la mère était un peu interloquée parce qu'elle disait « Ah ben oui, non mais forcément, ici, il n'y a pas de cours de récréation. » Et ce qui était intéressant dans ce témoignage-là, c'est qu'en fait, l'enfant, lui, il avait l'habitude d'aller à l'école, il avait l'habitude d'empiler plusieurs heures d'enseignement, etc. Mais ce qui le motive et pourquoi il vient, c'est parce qu'à un moment donné, il est à la récré, il peut aller voir ses potes, il peut s'amuser, il peut jouer au ballon, etc. etc. Et ça, c'est les conservatoires, les écoles de musique, les écoles de théâtre ne permettent pas ces sociabilités des enfants qui sont extrêmement importantes. Un autre témoignage comme ça, une petite fille aussi qui disait à sa mère qu'elle voulait arrêter l'école de musique parce qu'en fait, elle n'avait pas de copine à l'école de musique. Et donc, apprendre la musique, c'était bien, mais si on n'a pas d'amis, à quoi ça sert? Et tout ça pour montrer que la dimension des sociabilités, qui est extrêmement importante dans le fonctionnement des pratiques culturelles des adolescents aujourd'hui, les pratiques culturelles chez les adolescents, c'est autant des pratiques de ce qu'on pourrait appeler de consommation, que des pratiques de communication. C'est-à-dire que les goûts en matière de musique, notamment, mais aussi les goûts vestimentaires, sont des espaces qui permettent de faire des liens, de faire communauté avec les autres enfants. Et donc, du coup, il faut que ces établissements-là puissent ouvrir des portes pour que, d'une certaine manière, un nouveau rapport, finalement, à l'environnement et aux jeunes puisse se créer. L'autre point, c'est évidemment construire à partir de ça, construire à partir de cette compréhension des temps sociaux, un nouveau rapport pédagogique. Alors hier, on a pas mal parlé du faire avec, comment finalement intégrer les projets des élèves, intégrer à la fois leurs contraintes, mais aussi leur rapport à la culture. Ça paraît être un des défis majeurs aujourd'hui pour les établissements d'enseignement artistique. Alors, je vais très vite, il y a plein d'outils qui sont possibles. La question de la présence artistique est là aussi un outil extrêmement important qui permet de développer la dimension créative des pratiques culturelles. On oublie que les enseignants qui sont dans les conservatoires sont aussi des enseignants artistes, donc beaucoup ont des pratiques culturelles, des pratiques artistiques, des pratiques de création qui sont peu valorisées dans leur enseignement et dans le fonctionnement des établissements. Et puis la deuxième perspective, c'est qu'il faut réussir à construire ou à réinventer, alors tu parlais de désir politique, mais aussi de légitimité politique, à construire un service public autour des pratiques artistiques. Comme je disais tout à l'heure, les inégalités sont extrêmement fortes. Dans l'accès à ces pratiques artistiques, il y a peu d'amateurs. Quand on regarde, 11% des Français font de la musique, et pas forcément dans des écoles ou des conservatoires, c'est des pratiques à l'échelle nationale, 8% font de la danse, 2% du théâtre, donc il y a quand même une nécessité de s'interroger sur ces inégalités-là et un devoir de service public de proposer quelque chose pour y pallier. Donc comme je disais tout à l'heure, faire de la politique avec les festivals c'est facile, faire de la politique avec les pratiques amateurs ça l'est un peu moins, parce que là aussi il y a une histoire qui a opposé un peu artificiellement les amateurs et les artistes, qui aujourd'hui, en réalité, est un débat qu'on peut largement dépasser, puisqu'on sait très bien que les amateurs ne font pas de concurrence, ni même de concurrence déloyale avec les artistes, et puis tous les artistes ont été, à un moment donné de leur vie, des amateurs.
Donc, il y a cet héritage qu'il faut, à mon avis, savoir dépasser pour valoriser ce que sont les pratiques artistiques et les pratiques en amateur. On ne parle jamais de tous les bénéfices. Hier, quelqu'un disait, je crois que c'est une artiste qui disait, quels sont les bénéfices des pratiques culturelles, quels sont les bénéfices qu'on a à se frotter aux objets artistiques et culturels. Ben, il y a plein de bénéfices, en fait, en réalité, dans les pratiques artistiques amateurs. On fait ensemble, il y a l'écoute, le respect, etc., l'abnégation, le travail, qui sont des savoir-faire et des savoir-être qui sont valorisés dans le domaine sportif, par exemple, mais qui ne sont pas du tout intégrés au référentiel de la justification des pratiques culturelles. Et puis le dernier point, puisque je crois qu'il faut conclure maintenant, n'est-ce pas, Eric ? Ça pose aussi la question du positionnement des conseils départementaux. Les conseils départementaux, on l'a vu hier avec les chiffres de Vincent Guillon. Quand on analyse les budgets, il l'a fait, moi je l'avais fait aussi en 2014, en 2015, on voit très bien que les conseils départementaux marchent dans les pas de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ils reproduisent un modèle d'arbitrage de leurs dépenses publiques conforme à celui de l'État. Et alors qu'ils ont des missions prioritaires, notamment les enseignements artistiques, qui pourraient être, avec l'éducation artistique et culturelle, au cœur de leur mission et donc au cœur de leurs dépenses, eh bien, on voit que ces dépenses-là sont en retrait. Très probablement aussi parce que cette question de la légitimité politique et de construire un discours autour des pratiques artistiques et des pratiques artistiques en amateur est difficile. Et puis, je terminerai là-dessus. Il y a quelques semaines, il y a eu un rapport de la défenseuse des droits, je ne sais pas si vous l'avez lu ou en tout cas parcouru, si vous en avez entendu parler, qui disait que les loisirs, le repos, les activités sportives et culturelles sont un droit essentiel pour les enfants. Et on oublie trop souvent, à mon avis, que derrière cette politique des enseignements artistiques et culturels, c'est aussi une politique de la jeunesse qui se développe, qui se déploie. Et la jeunesse, pour le coup, c'est un argument beaucoup plus légitime dans les politiques publiques et les politiques culturelles. Et ne pas oublier que, finalement, derrière ces pratiques artistiques, c'est aussi la formation d'un citoyen qui est très, très en jeu derrière. Former les citoyens de demain, à la fois dans l'éducation, c'est le rôle de l'éducation nationale, on pourrait dire, mais c'est aussi dans des espaces de pratiques artistiques, de rencontres avec les objets artistiques, que l'art peut devenir, tu l'as montré dans ton travail, Caroline, l'art c'est aussi un moyen, c'est aussi un vecteur de médiation, c'est aussi quelque chose qui permet d'être en lien. Et l'art construit comme un moyen, comme un instrument pour s'émanciper, comme un instrument pour comprendre le monde et y prendre une part. Et voici sans doute un objectif de politique publique tout à fait acceptable. Merci de votre attention.